Donc, c'est pas une méthode qui s'applique à toutes les aménorrhées. On peut avoir une aménorrhée pour des raisons de thyroïde, d'hyperprolactinémie. C'est très important de stipuler que, cette méthode-là, elle s'applique en cas d'aménorrhée hypothalamique ou hypophysaire qui est bien diagnostiquée, avérée. À cette époque-là, je guéris de l'aménorrhée hypothalamique, je fais les changements qu'il faut faire pour retrouver un cycle menstruel, mais je ne fais aucun travail sur mon image corporelle. Zéro. La méthode All-in, elle fonctionne extrêmement bien, elle a 98% de réussite pour les cas d'aménorrhée hypothalamique fonctionnelle. Est-ce que tu pourrais, toi, nous dire peut-être, est-ce que tu as des a priori vis-à-vis de la naturopathie et peut-être des retours d'expérience de tes clientes, par rapport, à la naturopathie et à ce que certaines naturopathes ou certains naturopathes peuvent partager au sujet de l'alimentation? Bonjour à toutes, je suis Alexandra Portail, ton hôte sur ce podcast. Bienvenue sur Éclosion par Hygiène de Vie Podcast. Si tu es arrivé par hasard, eh bien sache que le hasard n'existe pas. Et si ce n'est pas la première fois que tu entends cette introduction, c'est que tu es fidèle au podcast et je t'en remercie. Monologues ou discussions passionnantes entre personnes passionnées, santé au naturel, bien-être féminin, nature cyclique ou encore découverte de nouvelles approches et manières de voir les choses, voilà tout ce qu'incarne ce podcast. Je te donne rendez-vous tous les mercredis matins et parfois le samedi en bonus pour un moment frais en toute simplicité et authenticité et 100% naturel. Alors abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dernière chose, si tu souhaites me soutenir et contribuer à faire pérenniser ce podcast, n'hésite pas à me partager ta note, ton commentaire, bref, à le partager autour de toi pour l'aider à le faire rayonner. Prête à plonger dans ce nouvel épisode ? Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode à deux voix dans lequel j'ai le plaisir de recevoir Florence Gillet. Je la cite, coach certifiée en psychologie de la nutrition, ex-accro au régime ultra restrictif, féministe convaincue et maman imparfaite. Fondatrice de Beyond Body Image, sa mission est la suivante, accompagner les femmes à abandonner les restrictions alimentaires et à accepter leur apparence tout entière. Florence est aussi la représentante de la méthode All-in, enfin l'une des représentantes. Une méthode dont tu as certainement déjà entendu parler, surtout si tu souffres d'aménorrhée, d'absence de menstruation. La méthode All-in fait débat. Voilà pourquoi j'ai souhaité inviter l'une des personnes les mieux placées pour en discuter avec moi. Naturopathie et méthode All-in, amis ou ennemis ? En quoi consiste exactement la méthode All-in ? En quoi elle ne consiste pas ? Quels sont ses avantages ? Comment pratiquer cette méthode ? Et pour qui est-elle adaptée ? Encore plein d'autres conseils partagés par Florence nous seront dévoilés lors de cet échange. Bref, un tas de questions dont j'ai souhaité apporter des réponses aujourd'hui. Mais avant, comme tu le sais, j'aime mettre l'une d'entre vous à l'honneur, toi qui as peut-être pris le temps de me laisser ton message par Instagram ou par mail au sujet de l'un de tes épisodes ou l'un des services que je peux proposer. Aujourd'hui, place à Nabila qui fait suite à mes lettres, mes newsletters et à mon livre et qui me dit: Bonjour Alexandra, merci pour tous ces super envois qui sont pleins d'idées et de conseils intéressants pour la santé et bien d'autres choses encore. Continue à nous conseiller car ça aide à se soigner et à se prendre en main. Et c'est très bien. Merci encore. Merci beaucoup Nabila pour d'avoir pris le temps de me partager tes ressentis au sujet du travail, de mes partages que j'espère les plus impactants et bienveillants possibles. Et si toi aussi tu aimes cette émission de podcast et que tu souhaites soutenir mon travail, que tu penses qu'elle peut être utile à d'autres femmes, n'hésite pas à la partager au plus grand nombre. Ce podcast est réalisé avec tout mon cœur et doit son existence à toutes ces magnifiques personnes qui lui sont fidèles depuis ses débuts, mais aussi à toutes celles qui viennent de nous rejoindre. Pour contribuer de façon ponctuelle ou mensuelle afin que ce podcast gratuit, indépendant et sans publicité continue à vous inspirer et à vous divertir, tu peux réaliser un don sur mon compte
Tipeee, dont le lien sera en description. Tu peux également tout simplement le partager à tes amis, à ta famille, à tes collègues via les réseaux sociaux, via juste ta voix pour porter cette émission. Allez, assez bavardé, je te laisse rejoindre ma conversation avec Florence. Belle écoute! Bonjour Florence, Bonjour. bienvenue dans le podcast Éclosion par hygiène de vie. Je suis vraiment très contente et ravie de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui pour parler d'un sujet que j'entends vraiment beaucoup et sur lequel il y a aussi beaucoup de désaccords et d'avis qui diffèrent. Mais on va essayer de remettre un petit peu d'ordre sur tout ça aujourd'hui. Merci de m'inviter en tout cas. Alors pour en savoir déjà un petit peu plus sur, qui tu es, afin de mieux comprendre aussi, eh bien, comment ce que tu penses, comment tu accompagnes éventuellement tes clientes et cetera et pourquoi tu en es arrivée à devenir experte de ce dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais, nous dire un petit peu, te présenter en tant que femme déjà? Parce que dans l'introduction, je t'aurais un petit peu présenté, toi en tant que femme professionnelle, mais toi en tant que femme, qui es-tu, Florence? Alors donc je m'appelle Florence Gillet, je suis belge, j'ai 41 ans et il y a, eh bien, ça va faire, 4 ans maintenant, je suis devenue coach certifiée en psychologie alimentaire. Donc c'était une décision de reconversion en fait. Avant ça, j'avais travaillé dans la communication, donc ça n'avait rien à voir. Et en fait, cette décision de changer de métier, de devenir coach et de me certifier en tant que coach, elle est venue de mon parcours avec les troubles alimentaires, avec les difficultés autour de l'image corporelle et aussi avec des difficultés qui étaient liées à tous ces problèmes-là, de cycle menstruel en fait, de perte du cycle menstruel. Donc, je me suis reconvertie. J'ai été formée spécifiquement à aider des gens qui avaient des difficultés autour de l'alimentation, de la relation au corps, du sport. Et je pratique d'une manière qui n'est pas centrée sur le poids. Donc ça, c'est quelque chose qui vient un petit peu du monde anglophone. En anglais, on appelle ça la santé à toute taille. L'idée, c'est vraiment que je pratique en tant que coach et j'aide en fait mes clientes à se sentir mieux dans leur corps, à retrouver les fonctions essentielles de leur corps, à retrouver une relation saine avec l'alimentation et leur corps et le sport et leur vie en général, mais sans forcément me focaliser sur leur poids comme un indice de bonne santé. Alors avant qu'on rentre dans le détail justement sur, cette fameuse, méthode, est-ce que tu pourrais nous expliquer, tu nous as brièvement raconté que tu avais, traversé tu différentes périodes dans ta vie, hein, c'est ce qui aussi, t'a forgé et t'a Oui. amené, là où tu es aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur, les différents troubles alimentaires que tu as traversés? Et puis, tu nous as parlé aussi de dérèglement de ton cycle. Est-ce que tu Oui. pourrais nous en dire un petit peu plus sur, ce que c'est exactement et puis comment tu en es arrivé là et peut-être comment tu as aussi réussi à t'en, dépatouiller? Oui, bien sûr. Donc, j'ai passé en tout environ une dizaine d'années empêtrée dans des régimes à gogo, une certaine dépendance au sport, vraiment une obsession par rapport à l'alimentation, à l'apparence, au poids. euh, et la réalité, c'est que on est dans une culture qui favorise vraiment cette approche où les femmes, en fait, même se définissent principalement dans leur identité par rapport à leur apparence physique. Ce qui avait déclenché ça en moi, je pense que c'était à la base un certain nombre de challenges dans ma vie où j'étais peut-être en recherche un petit peu de réponses et de contrôle sur un certain nombre de choses dans ma vie que je n'arrivais pas forcément à contrôler.
J'avais un historique assez lourd, dans l'enfance. J'ai connu pas mal de traumatismes et cetera, mais que j'avais jamais vraiment, soulevé. Et donc, ben, je dirais que ce qui a vraiment, lancé, je dirais, le premier régime, c'était le fait que j'allais me marier et que j'avais commandé ma robe de mariée, environ 1 an avant mon mariage et que tout d'un coup, je sais pas pourquoi, je me suis dit: «Bon, il faut vraiment pas que je prenne 1 gramme, faudra que je fasse attention» et cetera. Et de fil en aiguille, étant donné que j'avais, je dirais la personnalité qui convient bien à ce type de trouble, c'est-à-dire, je suis assez perfectionniste, je recherchais beaucoup la validation extérieure, je manquais beaucoup de confiance en moi et ben, j'ai vraiment, foncé la tête la première vers, beaucoup de restrictions alimentaires, beaucoup de sport, et une perte de poids, en fait. Parce que, aussi j'avais lu, depuis toute jeune, tout un tas de magazines féminins qui me parlaient tout le temps de perdre du poids. Donc même si à la base j'avais pas de poids à perdre, en fait, c'était vu comme quelque chose, de positif, d'important, et donc ben, voilà, j'ai changé la façon dont je m'alimentais, dont je faisais du sport, dont je vivais en général. Et bah, quand j'ai perdu du poids, j'ai été validée par l'extérieur, donc j'ai continué et donc ça a duré quand même quelques années, sans vraiment que je me rende compte que ça avait un impact, assez sérieux sur ma santé générale, jusqu'à ce qu'en fait j'arrête de prendre la pilule. Et quand j'ai arrêté de prendre la pilule pour avoir un enfant, donc après m'être mariée et cetera, donc quelques années après, et ben, mes règles en fait ne sont jamais revenues. Et donc ça a été une grosse interrogation. Je ne comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. Je n'avais jamais entendu parler, d'aménorrhée, d'autant plus d'aménorrhée hypothalamique. Et donc on m'a diagnostiquée avec ça à l'époque, ce qui était déjà une chance quelque part qu'on me donne ce diagnostic. Mais sans vraiment me donner, de voie de, en fait, comment est-ce qu'on en sort? Donc à l'époque, c'était très simple et je pense que beaucoup de jeunes femmes peuvent se reconnaître dans ce genre de diagnostic. Donc on m'a donné le bon diagnostic, ce qui arrive assez peu souvent. Il y a beaucoup de jeunes femmes auxquelles on donne le diagnostic erroné du syndrome des ovaires polykystiques. Ce n'était pas mon cas. Mais on m'a dit, en gros, comme vous êtes à un poids «normal» entre guillemets, c'est-à-dire que j'étais pas visiblement en sous-poids ou émaciée ou anorexique comme on les imagine, je vais dire dans heu, l'espèce de mythe collectif de l'anorexie. Et bien, le médecin m'a dit: «Vous avez 2 choix. Soit vous reprenez la pilule contraceptive pour avoir des règles, soit, vous désirez avoir un enfant et dans ce cas-là, il faut passer par une, PMA». Et c'est là que ma relation avec, tout ce qui se passait a vraiment démarré parce que j'étais très perdue. J'avais 29 ans à l'époque, je comprenais pas du tout pourquoi, j'étais plus du tout fertile. Je comprenais pas, ce lien direct à la PMA, c'était incompréhensible pour moi puisque j'avais tellement travaillé à être en bonne santé, à perdre du poids pour ma santé, ce genre de choses. J'avais beaucoup intégré les messages, assez grossophobes, hein, du monde médical quelque part, que perdre du poids, c'est toujours positif. Sauf que comme moi, j'avais pas de poids à perdre au départ, en fait, pour moi, c'était pas du tout positif. Et donc j'ai passé pas mal de temps à me poser plein de questions, à essayer de comprendre et la chance que j'ai eue, c'est que je parlais anglais et donc j'ai, mis, le terme aménorrhée hypothalamique en anglais dans un moteur de recherche à l'époque et je suis tombée sur un blog, sur une autre jeune femme aux États-Unis qui, en fait, avait une histoire assez similaire à la mienne et qui était tombée enceinte naturellement. Alors ça, tu bien, c'était le truc qui m'a complètement, changé ma perception des choses et donc j'ai pris contact avec elle et il s'avère que c'était le docteur Nicolas Sykes, son livre aussi, mentionne le Nicolas Rinaldi qui était son nom de femme mariée et donc à l'époque, elle n'avait pas de livre, elle n'avait pas de recherche sur ce sujet, mais elle avait passé, ce genre d'étape aussi et elle avait résolu quelque part son problème d'aménorrhée.
Donc je me suis mise en contact avec elle, elle m'a redirigée vers un forum et c'est grâce à elle, à ses connaissances, à l'échange que j'ai fait avec les autres jeunes femmes du forum, que j'ai pu résoudre mon problème d'aménorrhée hypothalamique. Voilà, donc quand j'ai commencé à mettre le terme, aménorrhée hypothalamique, dans Google, je suis tombée sur une jeune femme qui avait eu une expérience assez similaire à la mienne, qui parlait de son expérience et cette jeune femme, c'était le docteur Nicolas Rinaldi, aujourd'hui, docteur Nicolas Sykes parce qu'elle a divorcé. Et donc, grâce à elle, en fait, j'ai été redirigée vers un forum où j'ai découvert qu'il y avait plein d'autres jeunes femmes qui étaient dans ma situation. C'est-à-dire qui avaient un historique d'une alimentation troublée, pas forcément des TCA qui étaient avérés, hein, pas forcément un diagnostic vraiment de trouble du comportement alimentaire qui aurait été médicalisé et traité par des médecins, mais une alimentation troublée, un rapport au corps assez complexe, beaucoup d'exigences par rapport à soi, par rapport à l'apparence, au poids. Et toutes ces jeunes femmes étaient pas comme moi, dans un corps entre guillemets de taille normale, mais avaient perdu leur cycle menstruel. Et donc, Dr Sykes, en fait, de son expérience personnelle, avait un petit peu compris ce qu'il fallait faire dans ces cas-là. Et c'est elle qui m'a guidée vers le retour de mon cycle naturel tout le soutien qu'elle a offert aussi à toutes les autres jeunes femmes. Seulement à cette époque-là, donc on pourra reparler de ma guérison vraiment de l'aménorrhée hypothalamique en elle-même. À cette époque-là, je guéris de l'aménorrhée hypothalamique, je fais les changements qu'il faut faire pour retrouver un cycle menstruel, je tombe enceinte, j'ai eu 2 enfants naturellement, ce qui était super pour moi, mais je ne fais aucun travail sur mon image corporelle. 0. Et la réalité, c'est que, qu'est-ce qui s'est passé une fois que j'avais eu mes enfants, que j'étais sortie du postpartum et qu'il y a une autre contrariété qui est venue sur mon chemin ou une autre difficulté et que j'avais pas d'autre moyen de gérer mes contrariétés ou mon angoisse, et je suis repartie vers les régimes et j'ai replongé dans cette restriction, dans ce sport, dans cette angoisse de voir mon corps changer. Et donc, ça a pris encore bien 4-5 ans avant que je décide vraiment de faire quelque chose par rapport à ça et que j'ai en fait une deuxième phase de guérison où là, j'ai vraiment travaillé sur mon image corporelle. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de devenir coach et de me spécialiser dans l'aménorrhée, mais aussi dans l'image corporelle en elle-même. Mmh. Tes difficultés auxquelles tu as fait face dans ta vie et qui t'ont amené justement une première fois à tomber dans des restrictions alimentaires, sportives et une deuxième fois, sont des difficultés d'ordre justement qui sont liées à l'image corporelle ou c'est d'autres difficultés dans la vie, des obstacles que tu as rencontrés et qui sont justement vraiment autres que liés à ton image? C'était autre chose. En fait, ce que je sais aujourd'hui, je ne le savais pas bien sûr à l'époque, ce que je sais aujourd'hui, c'est que je n'avais qu'une seule manière de gérer mon anxiété, en fait. Et c'était faire du sport, contrôler mon corps, contrôler mon poids, contrôler mon apparence, contrôler mon alimentation. C'était une façon, quelque part, de me sentir rassurée De dans te mon réfugier. anxiété. Mmh. Exactement. Et en fait, c'était des stratégies d'adaptation, comme on les appelle en psychothérapie. C'était en fait mon seul moyen de vraiment faire face à un certain nombre de difficultés. Après, comme je disais auparavant, il y avait un certain terreau à la base d'où je viens qui fait que ma personnalité se prête bien à l'alimentation troublée, au TCA. J'avais des traumatismes de l'enfance que je traînais avec moi, que j'avais jamais vraiment chercher à explorer ou à trouver de l'aide par rapport à ça. Donc, je me traînais un peu tout ce bagage-là. Mais à partir du moment où j'ai compris en fait que je pouvais trouver d'autres moyens de répondre à mon anxiété que simplement d'essayer de rétrécir, faire rétrécir mon corps en fait, et quelque part rentrer dans la norme. C'était un peu une façon pour moi de rassurer mes angoisses.
ben, j'ai pu, gérer mieux les choses. Mais non, en fait, les déclencheurs à la base, c'était pas forcément par rapport au corps, même si, je veux dire, j'avais bien intégré les messages qu'il y avait eu autour de moi par rapport au fait que c'était très important d'être belle, d'être désirable, de enfin, que du coup, être belle et désirable, c'était forcément être mince. Tous ces messages-là, je les avais quand même bien intériorisés. Et ça, c'était auparavant, en fait, depuis que j'étais enfant, j'avais entendu ces messages-là. Euh, Est-ce que ça répond un peu à ta question? Absolument, mais comme tu le disais, c'est, que tous ces messages, toutes ces validations extérieures dont tu parlais, qui viennent juste ne faire que rassurer, en fait, les actions que tu as mises en place et en aucun cas te dire: «Attention, là tu pars sur une voie qui pourrait être néfaste pour toi». Au contraire, tous ces messages, de l'extérieur bien ancrés aussi, hein, depuis toute notre enfance, hein, avec, les images, de la société, on nous renvoie des femmes, avec une certaine morphologie et aussi des mots, hein. On ne se rend pas compte, mais pas plus tard qu'hier, j'étais en consultation avec un accompagnement avec une jeune femme et elle me disait, mais des fois, mais même ma famille, elle me dit après avoir un bon repas, oh là, on a bien mangé, hein, on va peut-être aller faire une petite marche pour éliminer tout ça. Mais ça paraît tellement Oui. anodin, mais en fait, chez des personnes qui ont un terreau justement fertile, qui font peut-être face à un obstacle dans leur vie, une difficulté peut-être complètement autre, mais qui sont peut-être aussi effectivement empreintes d'anxiété, de stress par rapport à quelque chose en particulier, bah, ce sont des messages comme ça qui viennent encore plus s'ancrer dans l'inconscient, voire même après le conscient, et qui ont énormément d'impact chez certaines personnes et chez beaucoup de femmes. Tout à fait. Oui, c'est mon expérience Mmh. aussi avec les personnes que j'accompagne. Mmh mh. Et si je reviens un tout petit peu en arrière, tu parlais, notamment des troubles du comportement alimentaire, de l'anorexie et de toutes les images aussi que l'on a, hein, des femmes anorexiques, très minces, voire Mhm. même très maigres, la peau sur les os, et au final, toi, ce n'était pas ton cas. Donc c'était d'autant plus compliqué, de diagnostiquer un comportement, on va dire malsain avec ton assiette, ta nourriture, ton corps, parce que tu ne reflétais pas cette image-là. Et beaucoup de femmes, c'est le cas chez beaucoup de femmes on parle aussi de plus en plus maintenant de l'orthorexie, qui est une forme de Oui, contrôle de l'alimentation. C'est le contrôle et le désir et l'obsession du manger sainement. Et c'est très compliqué de s'en rendre compte parce qu'on fait ça dans un objectif de meilleure santé, pas du tout de se faire du mal, en fait, d'être en meilleure santé. On ne comprend pas en quoi manger sainement peut devenir néfaste. Donc ça dépend aussi derrière de la motivation, de ce qui nous amène à contrôler et toujours plus contrôler ce que l'on mange ou ce que l'on fait, par exemple à travers l'activité sportive aussi. oui, tout à Mm. fait. Moi, la deuxième phase, je dirais que ma première phase d'alimentation troublée, c'était vraiment, c'était plutôt, je vais dire, les années 2000, enfin cette idée de mincir en fait à tout prix. Et donc, c'était beaucoup moins autour de la santé quelque part. La deuxième rechute, enfin la rechute que j'ai fait après avoir eu des enfants, c'était clairement une orthorexie. Donc, après mes grossesses, en fait, j'avais développé des maladies auto-immunes. Et évidemment, là, il y a plein de messages autour de ce genre de situation où on vous dit bon, ben, il faut pas manger ça, ça c'est inflammatoire. Il y a un peu toujours ce genre de discours-là. Et pour peu qu'on soit un petit peu plus conscient de ça et qu'on cherche vraiment à trouver des solutions naturelles, ben, c'est très facile de se retrouver embrigadé dans tout un tas de restrictions qui peuvent être parfois néfastes. Donc, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais dans mon cas, oui, ça n'a pas du tout été positif. Et au contraire, je pense que ça a créé plus de problèmes qu'autre chose de manger de cette manière-là. Donc, tout à fait, l'orthorexie, pour moi, c'est ce que enfin, c'était vraiment mon diagnostic, c'est autodiagnostic, mais c'était mon diagnostic du moment où j'ai eu mes enfants jusqu'au moment où j'ai vraiment entamé une guérison plus profonde et plus psychologique aussi. Mmh. Est-ce que tu as reperdu ton cycle, après tes enfants et quand tu as rechuté dans Non, parce l'orthorexie? que j'étais très consciente du fait qu'il fallait que je fasse attention à ça, bien sûr.
Donc, j'avais un petit peu cette mentalité de dire: «Attention, il faut pas que je me retrouve de nouveau dans un déficit énergétique» et cetera. Mais par exemple, j'ai eu d'autres problèmes qui sont apparus à l'époque. Donc, mes cycles n'ont pas trop été affectés, mais j'avais développé, par exemple, une sorte de prédiabète. Donc, j'avais une forte résistance à l'insuline. Et à l'époque, je me souviens que j'avais halluciné quand mon médecin m'avait dit: «Vous êtes prédiabétique». J'avais dit: «Mais en fait, je fais tous ces trucs pour ma santé et en fait, elle est pire que quand j'avais commencé à faire attention à ce que je mange». Donc je pense que oui, la santé, c'est beaucoup plus complexe que simplement ce qu'on mange Mmh. et donc c'était quelque chose pour moi qui m'a fait un petit peu un électrochoc. Il y a eu d'autres choses qui m'ont servi d'électrochoc à l'époque, dont le fait que ma fille de 4 ans avait déjà remarqué que je mangeais pas comme elle. Et donc ça m'avait aussi beaucoup interpellée. J'étais très inquiète de passer quelque part mon alimentation troublée à mes enfants. Et voilà, en fait, c'est un petit peu tout ça qui a fait un moment, je vais dire, où vraiment j'ai été appelée par l'univers ou par je ne sais quoi à vraiment me pencher plus sur ce que j'étais en train de faire et me demander si vraiment ça me servait, en fait. Mmh. En tout cas, ton récit, vraiment met en exergue 2 choses. La première, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour, Non, pour avoir des troubles de l'alimentation ou de l'image corporelle puisque finalement, toi, c'est arrivé alors même s'il y avait un terreau fertile, mais c'est arrivé finalement assez tard, plutôt une période, oui, moi je l'aurais jamais forcément identifié comme ça. On pense souvent à des adolescentes qui après se traînent ça très longtemps. Toi, c'est arrivé vraiment, au moment de ton mariage, puis après de tes oui, enfants. Et, oui, et oui, la tout à deux fait. et la 2e chose, c'est que finalement tout ce rapport au contrôle de sa vie, hein, de son corps, de son activité, de ce que l'on mange, est une sorte, est une manière de se réfugier face à des déclencheurs qui sont parfois vraiment tout autres que, des Oui. problématiques liées à son corps. Et donc ça met vraiment le doigt sur, sur la notion d'émotionnel, d'environnement anxiogène, dépressif, stressant. Puisque derrière les effets compensatoires que l'on peut mettre en place peuvent être ce genre de restrictions. Et on a tendance à se dire ah, j'ai un problème avec l'alimentation, j'ai vraiment un problème avec l'alimentation, je comprends pas. Et en fait, le problème, c'est pas tant l'alimentation, c'est bien plus profond que ça. Oui, et c'est vraiment, j'aurais tellement espéré qu'on nous apprenne à mieux gérer nos émotions, à l'école quoi ou ça devrait vraiment faire partie de la base de la parentalité aussi. La réalité, c'est que moi je suis née en 1980, mes parents, eux-mêmes n'avaient pas forcément appris à gérer leurs émotions. Donc mais c'est vrai, je suis tout à fait d'accord et moi, c'est une grosse partie de mon travail en tant que coach. Elle passe par, comment on gère nos émotions sans, retomber dans ce cycle, qui n'en finit pas quelque part, Mmh. de faire régime, arrêter, se laisser aller, refaire régime, demain je recommence, je me déteste, toute cette espèce de perfectionnisme qui est extrêmement blessant pour soi, en fait. Mmh. Donc je te rejoins là-dedans absolument. Mmh. En tout cas, ce n'est pas une vie de faire, du yo-yo comme ça, Non. ça c'est faut se poser la question, hein, des fois. Au-delà de la santé, c'est est-ce on veut être en bonne enfin, il y a oui, on veut être en bonne santé pour accomplir des choses, hein, c'est un moyen, en fait. Mais, l'objectif, final d'être en bonne santé, des fois, c'est au détriment de quoi? Des fois, c'est au détriment de plein de Exact. plaisirs qui nous amènent des fois sur le chemin du contraire, en fait, que la bonne santé. Donc, Ouais. c'est comme l'argent, hein, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen d'accéder à des choses, Mais et puis parfois. bon, c'est un tout en fait, on est obligé de considérer, notre santé, enfin, même l'Organisation mondiale de la santé, quand elle définit la santé, elle dit pas que c'est l'absence de maladie, elle dit que c'est un état de bien-être qui est à la fois physique, social, mental, émotionnel. Donc il faut vraiment tout prendre en considération et c'est vrai que, ben, moi, en fait, les 10 ans que j'ai passés dans une alimentation troublée, c'est aussi parce que j'avais jamais reçu d'aide émotionnelle dans les difficultés que j'avais connues toute petite en fait. Mmh. Donc c'était pas que mes parents étaient malveillants ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que souvent on a tendance quand on pense à la santé à penser à la santé physique
Et si on ne prend pas soin de sa santé émotionnelle et mentale, on peut tout à fait chercher des moyens de la gérer comme ça, qui peuvent nous apporter beaucoup plus de soucis, en fait, et des vrais soucis physiques, du coup. Alors maintenant qu'on a vraiment bien cerné qui tu étais, Florence, merci beaucoup pour ton récit. Je te propose que l'on aborde le sujet de la méthode All-in, dont Oui. tu es l'une des représentantes. Tu es donc la meilleure personne pour nous expliquer en quoi consiste la méthode All-in, au-delà de tout ce que l'on peut entendre et voir et interpréter. Est-ce que tu pourrais nous expliquer avec tes propres mots en quoi consiste cette méthode et en quoi elle ne consiste pas aussi? Oui. Donc, la première chose que je voudrais dire, c'est que la méthode All-in, elle fonctionne extrêmement bien. Elle a 98% de réussite pour les cas d'aménorrhée hypothalamique fonctionnelle. D'accord? On peut parfois appeler cette aménorrhée aussi une aménorrhée hypophysaire. C'est donc le cas où en fait votre corps est en déficit d'énergie chronique, au point où en fait le cerveau, la petite glande dans le cerveau qui s'appelle l'hypothalamus, détecte que vous n'avez pas assez d'énergie disponible pour faire fonctionner des fonctions non essentielles à la survie du corps. Donc, des fonctions non essentielles à la survie, c'est par exemple maintenir la température corporelle, faire pousser les cheveux et les ongles, et aussi la fertilité. Donc, ce n'est pas une méthode qui s'applique à toutes les aménorrhées. On peut avoir une aménorrhée pour des raisons de thyroïde, De SOPK. d'hyperprolactinémie, de syndrome des ovaires polykystiques. Donc, c'est très important de stipuler que cette méthode-là, elle s'applique en cas d'aménorrhée hypothalamique ou hypophysaire qui est bien diagnostiquée, avérée. Alors, pour diagnostiquer, on peut peut-être revenir là-dessus par après. Mais donc, la méthode All-in, c'est le docteur Nicolas Sykes qui a développé cette méthode par sa propre expérience et par les recherches qu'elle a faites sur 300 jeunes femmes à l'époque de la rédaction de son livre. Donc, moi, je faisais partie de ces 300 jeunes femmes, de cet échantillon. Elle nous a posé plein de questions sur comment on avait développé, c'est pas vraiment une maladie en fait, c'est une manifestation du corps, comment on l'avait développé, comment on avait essayé d'en sortir, qu'est-ce qui avait marché, qu'est-ce qui n'avait pas marché, est-ce qu'on était ensuite tombé enceinte, enfin elle nous a posé plein de questions et en fait, comme elle avait un doctorat à la base en sciences, je crois que c'était computational science, je ne suis pas sûre comment ça se traduit, elle avait déjà cette expérience scientifique de faire des recherches, les analyser, retirer vraiment ce qui a un lien avec quoi, Les qu'est-ce qui est corrélations. cause à effet, qu'est-ce qui est corrélation, etc. Et donc, sur base de ça, elle a développé cette méthode qu'on a appelée All-in, parce qu'en anglais, en fait, c'est un terme qu'on utilise en gros si on joue aux cartes et on joue au poker et on a tendance à mettre toutes nos cartes sur la table. C'était dans le sens où, à l'époque du forum, quand on échangeait les unes avec les autres, on se disait maintenant, voilà, je me lance et je vais vraiment essayer de retrouver mon cycle menstruel. Donc, je vais donner tout ce que j'ai. Et donner tout ce qu'on a, c'est manger plus, faire de l'exercice de manière moins intense, potentiellement pas d'exercice. Dans certains cas, c'est nécessaire. Et vraiment prendre soin de soi et de ses niveaux de stress. Parce que c'est vraiment ces 3 facteurs-là qui ont tendance à être les facteurs de base qui créent en fait les conditions pour développer une aménorrhée hypothalamique fonctionnelle. Et en quoi ça ne consiste pas alors? Parce qu'on entend aussi des fois peut-être des messages un petit peu exagérés concernant ces méthodes et l'application de cette méthode-là. Est-ce que du coup tu pourrais toi nous dire avec encore une fois tes propres termes en quoi ne consiste pas cette méthode-là? Alors, c'est vrai que souvent, j'ai des jeunes femmes qui ont très, très peur, qui se retrouvent sur mon compte, et qui ont très, très peur d'entreprendre cette méthode parce que c'est un peu on a l'idée de: «Oh là là, il va falloir que je me goinfre de nourriture et que je ne bouge pas du tout et que, je prenne énormément de poids» et que en fait
je mange tous les aliments que je m'interdisais en grande quantité. Enfin, il y a un peu cette idée des extrêmes et je pense que ça, quelque part, ça me surprend pas parce que quand on est dans une mentalité de régime, on est dans un noir et blanc continu. On est au régime ou pas du tout. C'est-à-dire qu'on oscille sans arrêt entre ces 2 extrêmes. Quand on sort de ces habitudes, je vais dire de régime ou d'alimentation troublée, on se rend compte que, ben, c'est plus gris que ça. Il y a pas un extrême ou un autre. C'est pas: «Je mange rien du tout» ou «Je fais des crises de boulimie à répétition». Donc all-in, c'est pas du tout l'idée de dire, on va partir dans un extrême inverse. Mais par contre, c'est vrai qu'il va falloir s'alimenter plus. Pour certaines d'entre nous, ça va être beaucoup plus, parce que si on vient d'un déficit chronique où on a appris quelque part à vivre dans un déficit où on mange très très peu, où on mange très restreint, on s'interdit énormément d'aliments, etc., ben oui, il va falloir faire face à ça. Il va falloir faire face à potentiellement une certaine addiction au sport. Ça, c'est aussi une difficulté de la guérison. C'est qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui disent bon, bah, je sais très bien ce que je dois faire pour retrouver mon cycle, mais je n'y arrive pas parce que j'ai vraiment peur de ne pas faire autant de sport et de ne pas manger de cette manière, etc. L'idée de all-in, c'est pas du tout d'aller vers des extrêmes ou de vous faire retrouver dans une situation où vous seriez en beaucoup moins bonne santé qu'avant, puisque rappelez-vous que quand vous êtes dans une aménorrhée hypothalamique fonctionnelle, vous n'êtes pas en bonne santé. Vous êtes dans un corps qui est tellement en mode survie qu'il arrête des fonctions qu'il juge comme non essentielles à la survie. Enfin, je veux dire, c'est quand même super grave, quoi. C'est très fort, Et oui. le problème aussi de ne pas avoir, par exemple, de cycle menstruel, c'est que ça influence toutes les autres hormones du corps. Enfin, le cycle menstruel, c'est pas une petite boîte à côté qui a rien à voir avec le reste, hein. Le cycle menstruel aussi est lié à tout un tas d'autres fonctionnements du corps de la femme. Donc, quand on n'a pas ces règles de manière régulière et qu'on ne comprend pas pourquoi, il faut vraiment se poser la question de comprendre et essayer de trouver la solution. Donc, l'idée du all-in, je pense que ce que j'aimerais surtout dire que ce n'est pas de passer d'un extrême à l'autre, mais c'est vraiment d'essayer de retrouver une relation beaucoup plus saine avec l'alimentation, le sport, le stress, et quelque part une meilleure façon de fonctionner à long terme aussi. Donc, pendant la guérison, on est obligé probablement de suivre un certain nombre de préceptes qui nous garantissent un retour des règles à 98%, ce qui est quand même, il n'y a pas beaucoup de méthodes qui peuvent se targuer d'avoir ce genre de résultats. Et par après, l'idée, c'est tout doucement de retrouver un équilibre entre j'ai envie de manger comme ça, mais en même temps, je vais quand même faire attention de pas trop m'interdire des choses ou ne pas manger assez ou ne pas écouter les besoins de mon corps. Et évidemment, c'est aussi passer par peut-être je vais être à un poids qui n'était pas celui que j'avais jugé être bon pour moi. D'accord? Donc ça fait très peur aussi quand on parle de méthode all-in parce qu'il y a, franchement, dans 90% des cas, il y a une prise de poids. Parfois, c'est quelques kilos, parfois, c'est plus que ça. Et ça fait très, très peur en général quand on parle de cette méthode. Mais la réalité, c'est que là, en général, vous êtes dans un poids en aménorrhée hypothalamique qui ne convient pas à votre corps. D'où l'intérêt aussi en parallèle, tu l'as mentionné un peu avant, de travailler sur l'image corporelle puisque en reprenant du Oui. poids, on va forcément impacter l'image corporelle telle qu'on l'a impactée en perdant du poids. Donc s'il y a pas un travail réalisé sur ça, en effet, on risque la femme risque de repasser dans un état d'anxiété chronique, hein, parce Mmh. que c'est très anxiogène de se sentir démunie et de sentir comme éloignée de l'image corporelle de rêve qu'on s'est construite et que la société aussi nous a validé, comme on le disait. Donc le travail de l'image Complètement. corporelle est vraiment indispensable. Euh, et Et est-ce que... c'est pour ça, pardon, je t'interromps, Alexandra, c'est pour ça que, je veux dire, le coaching que je propose, l'accompagnement se concentre beaucoup d'ailleurs sur cette idée de
tolérer un corps qui change, de se détacher de l'importance du poids, d'apprendre à apprécier son corps, peu importe à quel poids ou quelle apparence il se trouve, du moment que, il fonctionne à 100 et que l'idée donc là, on est en train de faire traduire le livre vers le français. Heu, Attaché au livre, l'idée, c'est d'avoir une petite communauté en ligne aussi, où les personnes pourront se soutenir aussi dans ces changements-là, poser des questions, autant à moi qu'à d'autres jeunes femmes qui vont m'aider, pour pouvoir, justement dépasser cette peur panique de voir leur corps qui change. Parce qu'en fait, franchement, se réfugier dans le contrôle du corps, c'est un faux ami, quoi. C'est pas ça qui va vous amener, en fait, vers, le succès, le bien-être, la plénitude dans votre vie, le bonheur. C'est en général, on se dit: «Bon, bah, OK, j'ai fait ça, mais aujourd'hui, j'ai fait mon sport, donc je me sens quand même un petit peu rassurée». Mais on vit toujours avec cette angoisse de dire: «Mais quand même, mon corps peut changer, quand même, je peux pas manger ça. Oh là là, j'ai mangé ça, maintenant, je peux plus manger ça». Enfin, il y a toujours ce calcul continu et donc l'idée de sortir de l'aménorrhée hypothalamique et de chercher un accompagnement, c'est aussi de vous sortir de toute cette espèce de prison mentale et pour ça, il faut apprendre à accepter son corps là où il a besoin de se trouver. Mmh. Et j'ai même envie de dire que l'objectif numéro un, c'est de sortir de cette prison mentale, dont l'une des Oui, conséquences positives sera le retour du cycle. Mais comme tu le mentionnais, c'est exact. que toi, dans ta première expérience, tu as perdu ton cycle. Dans ta deuxième expérience, tu n'as pas perdu ton cycle, mais d'autres choses sont arrivées. Et donc, Ouais, complètement. faut vraiment garder à l'esprit, pour les personnes qui nous écoutent, que le cycle, c'est le reflet, c'est l'un des reflets de notre santé, et puis d'autres maladies également. Mais parfois, toutes ces maladies-là sont causées par ces restrictions et ce contrôle poussif que l'on a, que l'on souhaite avoir sur notre corps. Et qu'un jour, ça prend peut-être la forme d'une aménorrhée, mais si le travail n'est pas réalisé en profondeur, et ben même si on retrouve son cycle, le lendemain, ça peut reprendre une autre forme. Donc, Tout à fait. par contre, voilà, en fait, c'est un symptôme. L'aménorrhée est un symptôme d'un Oui. état, voilà, d'un état de mal-être physique Mmh, et mental. mais dans mon expérience en tant que coach, qui se spécialise en image corporelle, en général, les gens ont besoin d'un symptôme comme celui-là ou d'un Bien sûr. déclencheur comme celui-là pour entamer ce travail d'image corporelle. Donc oui, c'est la poule et l'œuf, en Je fait. suis absolument d'accord, hein, pour l'avoir vécu, moi je ne pouvais pas me défaire de mon image corporelle, en tout cas de cette volonté de travailler sur mon image corporelle. Il a fallu d'abord que ce qui m'a vraiment stimulée, c'est mon retour de cycle. Le jour où Oui, j'ai vraiment pris conscience que ce n'était pas normal de ne pas avoir, parce qu'il y a encore, toute cette prise de conscience dont on n'a pas parlé, qui peut être très, très longue pour certaines personnes, y compris moi. Et ça s'est passé il a fallu 10 ans, hein, pour que je me rende compte que c'était pas normal, de ne pas avoir son cycle, justement. Donc, en effet, il nous faut cette petite carotte parfois pour nous mettre en action. Et le exactement, retour du cycle, notamment quand il y a des volontés de grossesse, c'est cette petite carotte. tout à fait. Tu as mentionné tout à l'heure d'alimentation troublée et non troublée. Est-ce que tu pourrais peut-être expliquer, selon tes termes, ce qu'est une alimentation qui est non troublée, selon toi? Je dirais que pour moi, enfin, la limite, je la définis à quel point notre vie en général est impactée par des décisions assez simples autour de l'alimentation, par exemple. C'est-à-dire que pour moi, quelqu'un qui a une alimentation normale, entre guillemets, déjà, elle passe pas des heures et des heures à réfléchir à ce qu'elle va manger à l'avance, à acheter les aliments, à les peser, à les mesurer, ce genre de choses. C'est quelqu'un qui va pas du tout avoir de culpabilité par rapport à manger d'une manière ou d'une autre, qui va pouvoir être très flexible quand les repas sont pas totalement planifiés, qui va pas voir aussi toute son je veux dire qu'il va pas se définir par son poids ou son apparence ou son alimentation non plus, par rapport à quelqu'un qui aura une alimentation troublée ou en fin de compte, vraiment l'alimentation prend une place énorme, c'est-à-dire qu'on y pense tout le temps, on s'interroge beaucoup sur ce qu'il faut manger ou pas, il y a souvent une certaine rigidité
par rapport au repas, par rapport aux aliments. C'est très anxiogène de ne pas pouvoir manger ce qu'on avait prévu, par exemple, ou de se retrouver dans une situation parfois, si on essaye d'éviter des aliments, par exemple. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais vraiment très loin dans l'orthorexie, d'aller au resto et d'avoir un seul plat que je pouvais, entre guillemets, manger, que je m'autorisais à manger sur le menu, et de voir tous les autres copains autour de la table qui mangeaient tout le reste. Et moi, je m'interdisais de manger les plats qui n'étaient pas conformes à la façon dont j'avais décidé que j'allais manger. Donc, tout ça, c'est quand même assez anxiogène. Évidemment, si je n'arrivais pas à faire ça et que je finissais par manger je dis n'importe quoi, hein, un morceau de brownie ou une bouchée de crème glacée, c'était la fin du monde. J'étais dans une culpabilité terrible. Je me disais que j'avais défait tous les efforts que j'avais faits auparavant. Donc, est-ce que ça t'explique un petit peu je vais dire, l'impact sur la vie en général, sociale, mais aussi émotionnelle et mentale qu'il peut avoir quand on est dans une alimentation troublée, et cette espèce d'effet hyper important de l'alimentation qu'on a tendance à avoir quand on est dans cette situation-là, par rapport à quelqu'un qui est un mangeur relativement intuitif, qui se pose pas trop de questions et qui est relativement relax par rapport à l'alimentation. Mmh. Et qui est d'ailleurs, qui se doit d'être plus vers l'intuition parce que sinon sa journée ne tourne pas autour de l'alimentation, ça tourne autour d'autres Exact. activités et le moment du repas arrive et se dit: «OK, bon bah là qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai envie de manger?» Contrairement à des personnes qui, soit sont diagnostiquées orthorexiques, anorexiques ou peu importe, ou juste voilà, ont une certaine rigidité par rapport à l'alimentation, une alimentation qui peut être troublée. Là, elles vont passer, Oui. une majorité de leur temps à réfléchir à ce qu'elles vont manger au petit déjeuner, au déjeuner, à la collation de l'après-midi, au dîner. Alors attends, mais parce que ce soir, je sais que j'ai une part de gâteau au chocolat qui m'attend, du coup, mon carré de chocolat ce midi avec mon café, ça va pas le faire, ça va quand même faire beaucoup de chocolat aujourd'hui. Alors du coup, je vais pas manger de chocolat ce midi. Et puis finalement, arrive le temps du soir, et bien le brownie, c'était pas un brownie, mais c'était autre chose. Ah, j'aurais peut-être dû quand même manger mon carré de chocolat le midi. C'est des exemples comme ça, je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître là-dedans. Mais une fois ça va, deux fois ça va, parce que peut-être qu'il y a une personne, une nutritionniste qui a dit ça, parce qu'une naturopathe a pu dire attention aux aliments anti-inflammatoires, et du coup, le problème c'est que derrière il y a des choses qui s'ancrent et qui apportent encore plus de rigidité, et ça devient chronique en fait, ça devient pathologique. Et en fait, à la base de ça, il y a vraiment cette espèce de surévaluation de Mm. l'importance du poids, du corps, de la forme du corps, qui nous pousse dans cette direction, en fin de compte. Mm. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai appris beaucoup, beaucoup plus tard, quand je me suis formée à aider des gens qui étaient dans une alimentation troublée ou des troubles du comportement alimentaire. En fait, cette pathologie-là, elle vient vraiment de cette espèce de surévaluation de l'importance du corps. Et du coup, quand on définit toute notre identité par rapport au corps, à la forme, au poids, et ben, dès on met un pas de travers, et ben, on se dit que qui on est en fait. On est dans une angoisse de se dire que notre monde s'effondre. Si on est capable, comme tu disais auparavant, d'avoir une vie qui est pleine et où l'alimentation n'est pas au centre de cette vie-là, parce que on sait ce qu'on vaut et on a une identité qui est riche, on est à la fois une personne dans le monde professionnel, on a des amis, on a de la famille, on a des loisirs, etc. Et on se définit de toutes sortes de façons différentes, pas seulement par rapport à notre poids ou à notre apparence. Bah, dans ces cas-là, en fait, en général, on est plus relax aussi par rapport à ce qu'on va manger ou pas. Absolument. J'ai rapidement mentionné le terme de naturopathe et d'aliments anti-inflammatoires, mais c'était aussi assez volontaire parce que c'est un peu l'image qui peut coller à la peau des naturopathes. Sachant que, je le rappelle, la naturopathie n'est pas que l'alimentation, loin de là. Mais c'est vrai que dans beaucoup d'esprits, naturopathie égale alimentation, rééquilibrage alimentaire, etc. Euh, Est-ce que tu pourrais, toi, nous dire peut-être, est-ce que tu as des a priori vis-à-vis de la naturopathie, et peut-être des retours d'expérience de tes clientes par rapport à la naturopathie, et à ce que certaines naturopathes ou certains naturopathes peuvent partager au sujet de l'alimentation notamment, ou d'hygiène de vie? Mais je pense que j'ai des a priori parce que j'ai été moi-même particulièrement déclenchée quelque part mes comportements troublés par des naturopathes, hein, parce que
souvent, quand on essaye de mettre en avant la bonne santé de manière naturelle, on va probablement se tourner vers un ou une naturopathe. Mais je pense que, comme d'habitude, on ne peut pas généraliser. J'ai rien contre les naturopathes en général. Ce que je veux dire, c'est que je pense que il faut vraiment que les naturopathes se forment à reconnaître les gens qui souffrent d'alimentation troublée et de troubles du comportement alimentaire. Parce que quand on voit quelqu'un qui arrive, qui est déjà dans une grande angoisse par rapport à son poids, à sa santé, entre guillemets, à son alimentation, qui a potentiellement déjà un passé où s'est remise de troubles du comportement alimentaire peut-être plus sévères, mais en ayant une forme d'orthorexie à la place, les naturopathes qui ne se forment pas à reconnaître ces signaux-là, ils peuvent parfois déclencher de plus grands troubles s'ils continuent à proposer, par exemple, d'éliminer certains aliments, de privilégier d'autres aliments, etc. Et c'est ça un petit peu qui m'inquiète parfois par rapport à la naturopathie, c'est que moi, je travaille encore avec un naturopathe aujourd'hui. Donc, ça, c'est le truc, on n'en avait pas parlé quand on s'est rencontrés la première fois, Alexandra, mais je pense que c'est intéressant de le mentionner. Aujourd'hui, je travaille toujours avec une naturopathe ici, mais dès que je l'ai rencontrée, je lui ai dit, voilà, moi, j'ai souffert de troubles du comportement alimentaire, je ne pourrais pas modifier mon régime alimentaire. C'est-à-dire que je peux ajouter des choses, mais je ne compte pas en retirer de mon régime alimentaire. Est-ce que vous êtes d'accord de travailler avec moi quand même? Et elle m'a dit oui, tout à fait. J'ai pas de problème avec ça. Je considère pas que je vais pas pouvoir vous aider néanmoins. Donc, il y a plein de naturopathes qui sont tout à fait au courant et je sais qu'elle va totalement respecter mon souhait et mon choix de ne pas toucher à éliminer des aliments et ce genre de choses ou faire des régimes spécifiques pour potentiellement aller mieux. Mais en revanche, il y a vraiment pour moi un manque de connaissance des signaux de l'alimentation troublée, dont l'aménorrhée hypothalamique fonctionnelle, parce que du coup, on a tendance parfois à recommander des régimes qui sont encore plus restrictifs sous le couvert de dire c'est peut-être un signe d'inflammation, on va résoudre X, Y, Z, et en fait, c'est pire. Donc, c'est un petit peu ça mon souci, et j'ai vu pas mal de jeunes femmes arriver chez moi qui avaient essayé la naturopathie sans succès parce que justement, probablement le ou la naturopathe n'avait pas suffisamment d'informations sur à quoi ressemble une alimentation troublée ou un trouble du comportement alimentaire. Ma question était vraiment volontaire parce que je te rejoins vraiment à 1000%, hein. J'ai beau avoir la casquette de naturopathe, je suis avant tout une jeune femme qui a 20 ans de troubles, d'alimentation troublée et d'aménorrhée avant de devenir naturopathe. Donc je te rejoins vraiment à 2000% sur ton message et vraiment la responsabilité, elle est double. Elle est vraiment elle est partagée entre le naturopathe ou la naturopathe qui se doit, si en tout cas sa clientèle est principalement féminine, ou elle se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes qui sont un petit peu obnubilées par l'alimentation, à se former, à s'intéresser à ce sujet-là pour essayer d'adapter au mieux leur accompagnement. Et la responsabilité, elle est aussi chez la cliente, qui, comme tu l'as fait, si elle en est consciente, il faut en être consciente aussi, hein, donc il faut déjà avoir fait un chemin sur ça, de mettre ses propres limites. En annonçant que l'alimentation, enfin son passif tout simplement, de toute façon ça doit faire partie de l'anamnèse aussi, hein, donc on doit aussi un peu connaître le passé de la personne, mais aussi doit dire, voilà, moi je suis prête à travailler sur ça, sur ça, sur ça, mais pas sur ça. Et c'était le cas, hein, chez des femmes que j'ai accompagnées sur des postes pilules, qui avaient anciennement des troubles du comportement alimentaire, et dans un cas de poste pilule, l'alimentation peut avoir un énorme rôle à jouer aussi pour le retour à l'équilibre des hormones. Et donc, c'est vrai que ça peut être un pilier que l'on travaille très fréquemment en naturopathie. Mais ce n'est pas le seul, comme tu l'as dit. Il y a vraiment d'autres choses à travailler. Mais cette personne-là, cette cliente-là, je la connaissais, elle m'a tout de suite mis aussi, je connaissais son passif, et moi, étant très sensible, j'ai su, voilà, j'ai vraiment bien cerné le terrain, mais elle m'a dit vraiment que voilà, elle ne comptait pas se rajouter des restrictions alimentaires, qu'elle avait bien trop vécues et qu'elle commençait seulement à s'en libérer. Et du coup, on a travaillé, on a fait d'énormes choses ensemble, mais on n'a pas touché l'alimentation, ou en tout cas pas sur la forme de restriction de plan alimentaire, par exemple. C'est ça.
Donc exact. voilà, les deux parties sont impliquées et comme tu le disais, la naturopathie, c'est large, hein, c'est l'alimentation, mais c'est pas que ça. Donc Mmh. il y a vraiment d'autres moyens d'accompagner sur des problématiques, même des problématiques hormonales, d'aménorrhée autrement que par l'alimentation. Et en même temps, il faut faire attention parce qu'on parle bien d'aménorrhée hypothalamique fonctionnelle. Oui. Il y a aussi plein d'aménorrhées qui sont causées par des pathologies hormonales, Mmh. thyroïdiennes, pour lesquelles, des fois, l'alimentation va aussi avoir un impact, pour retrouver un retour à l'équilibre, retour des hormones à l'équilibre. Donc c'est aussi, intéressant de connaître les différents types d'aménorrhées, pour savoir les discerner, les diagnostiquer au mieux et ensuite du coup ajuster son accompagnement, alimentaire ou non vis-à-vis de ça. Mais l'aménorrhée, c'est aussi Mais bien et je plus que pense l'aménorrhée hypothalamique. Il y a bien de choses. Oui, oui, alors c'est pour ça que moi je me Mmh mh. positionne pas du tout, je suis pas du tout experte de toutes les aménorrhées, du tout. Je me considère pas même forcément experte de l'aménorrhée hypothalamique, fonctionnelle, mais simplement évidemment comme, entre mon expérience et aujourd'hui et toutes les personnes que j'ai accompagnées et le travail autour du livre de Nicolas Sykes, du fait qu'on a un podcast ensemble, tout ce que j'ai appris, je le dois au docteur Sykes, en fait. Moi, je ne connaissais pas toutes ces choses avant qu'elle fasse ses recherches. Mais c'est important pour moi de bien stipuler que oui, c'est un type d'aménorrhée. Et je sais d'ailleurs que les différents troubles du cycle menstruel peuvent tout à fait être aidés par la naturopathie. Je n'ai pas du tout de souci par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est important pour moi, pas seulement pour les naturopathes d'ailleurs, pour les médecins, pour les gynécologues, pour Absolument. les diététiciens, qu'ils se forment à reconnaître en fait les signes d'une alimentation troublée ou d'un trouble du comportement alimentaire, parce que non, ce n'est pas juste l'apparence physique ou le poids, et on n'est pas forcément très très maigre quand on a une anorexie, on n'est pas forcément très très grosse quand on a de la boulimie, enfin tout ce genre d'a priori qui pose vraiment souci. Et d'ailleurs, ça peut arriver aux hommes. Les hommes souffrent d'une forme d'aménorrhée hypothalamique, si on veut, s'ils font aussi beaucoup de sport et qu'ils ne s'alimentent pas assez. Donc, évidemment, ils ne perdent pas leurs règles, mais ils ont des soucis de testostérone, par exemple. Donc, ça affecte aussi leur fertilité. Donc, tout ça, je pense que c'est important de pouvoir reconnaître tous ces signes et de se former, en fait, à les reconnaître, de suivre. Maintenant, il y a plein d'informations en ligne gratuitement. Aller voir ce que disent les associations de troubles du comportement alimentaire, écouter des podcasts, se renseigner sur comment vraiment aider les gens et ne pas se focaliser sur le poids. Ça, c'est très important pour moi aussi. Absolument. Et tu parlais de tous les professionnels, mais on peut même y rajouter tous les coachs sportifs pour aussi, Oui, reconnaître tellement. et déceler, les addictions au sport, par exemple. Ouais, ils font aussi partie du problème, dans beaucoup de cas. Mmh. Les coachs sportifs pardon, je dis n'importe quoi, qui se décident, en diététicien parce que Mmh. voilà, ça va avec le sport. Non, je suis désolée, quand on est coach sportif, on se concentre sur le sport. On n'est pas diététicien, comme, quand on est, coach comme moi, je suis pas diététicienne non plus et je suis pas médecin, je suis pas gynécologue. On est d'accord, donc absolument. Hem, Est-ce que pour, terminer sur la méthode All-in, pour les personnes qui débarquent, hein, et qui ne connaissent absolument pas cette méthode ni ce type d'accompagnement, est-ce que tu pourrais brièvement, expliquer, en quoi ça consiste étape par étape? Voilà, vraiment une personne qui se présente à toi, comment son accompagnement se déroule-t-il? Différentes étapes par lesquelles, la personne va traverser. Mais je disais donc l'information sur, la méthode All-in, elle est sur mon compte Instagram, hein, aménorrhée-fr. Et j'ai plein de ressources, là-dessus qui expliquent bien, comment fonctionner. Le
je dirais que les facteurs essentiels, c'est les 3 facteurs dont j'ai parlé précédemment. S'alimenter suffisamment dans une certaine diversité, c'est-à-dire que, par exemple, si on éliminait les glucides, les lipides, ce qui est très commun, il faut garder des glucides et des lipides. Éliminer le chocolat, les desserts, les frites, non. En fait, ce serait bien de les garder un petit peu. On sait que la variété alimentaire envoie des signaux à notre hypothalamus aussi. Donc ça, c'est quelque chose que peu de gens savent, c'est que quand on réduit la variété alimentaire, en fait, notre hypothalamus reçoit un signal aussi par rapport à ça et peut potentiellement s'arrêter d'envoyer des signaux à nos ovaires, enfin à l'hypophyse qui ensuite va envoyer des signaux à nos ovaires. Donc c'est une variété, suffisamment de quantité. Ce que j'aime bien recommander en guérison, c'est 3 repas, 3 collations tous les jours. Lever un maximum d'interdits alimentaires. Et puis sur le sport, c'est vraiment sur l'intensité du sport. Donc on recommande un minimum de cardio en guérison. Parce que voilà, en fait, quand on fait du cardio, le truc, c'est que non seulement on brûle beaucoup plus de calories et donc on perpétue cette idée du déficit d'énergie. Hein, c'est vraiment ça la base de l'aménorrhée hypothalamique fonctionnelle, c'est qu'il y a un déficit d'énergie. Donc ça peut se passer à tout poids. Le poids n'est pas forcément en compte, mais on est dans un déficit d'énergie. On reçoit pas assez d'énergie par rapport à ce qu'on dépense. Donc quand on fait du cardio, non seulement on brûle beaucoup de calories, mais en plus de ça, quand on fait du cardio, notre hormone du stress a tendance à monter. Le cortisol a tendance à monter. Et quand le cortisol monte, en fait, ça bloque le travail de l'hypothalamus également. Donc, on recommande plutôt de faire des sports plus doux, à pas forcément haute intensité, donc maintenir son rythme cardiaque à un niveau assez bas. Certaines jeunes femmes décident d'arrêter le sport complètement. C'était mon choix. Moi, j'ai pas fait beaucoup de sport en guérison. J'ai continué à faire un petit peu de marche. J'ai continué à faire un petit peu de pilates, mais c'était vraiment très très doux. Et je pense que ça a favorisé le retour de mes règles plus rapidement. Et puis le troisième point, c'est le stress. Beaucoup de jeunes femmes pensent qu'elles ont perdu leur cycle menstruel simplement dû à des causes psychologiques d'anxiété, de stress. C'est très très rare que je vois uniquement le stress en cause d'une aménorrhée hypothalamique. Personnellement, il y a forcément aussi un déficit énergétique quelque part. Donc trop de sport, pas assez d'alimentation, ce genre de choses. Donc on travaille sur ces 3 points-là en priorité. Et après ça, on déconstruit toutes les questions d'image corporelle dont on avait parlé avant, de gestion des émotions, de comment est-ce qu'on se définit, où est notre identité, ce genre de choses. Et alors, je vais juste revenir sur la notion de déficit énergétique. Le déficit énergétique, il peut être très, comment l'exprimer? Très calculable dans un sens où c'est ce que j'apporte à mon corps en termes d'alimentation et ce que je dépense en termes d'activité physique. Mais il y a aussi peut-être des choses qu'on discerne moins, toutes ces autres activités, pensées, environnement de vie qui nous puisent de l'énergie parce que on n'est pas en Oui. accord aussi avec ce que l'on vit. On n'est pas en accord avec les personnes avec lesquelles on vit. On n'est pas ce qu'on appelle, ce qu'on dit souvent aligné. Mais toutes ces choses-là, en fait, où on fait beaucoup de choses pour les autres. Et là, quand on se pose la question, mais quelles sont les choses que je fais dans ma journée qui m'apportent de l'énergie, autre que l'alimentation, mais dans lesquelles je me sens me ressourcer, me recharger. Je sens que ma batterie, elle augmente au lieu d'être consommée. Et ça rentre en Mmh. jeu, enfin moi c'est mon avis, j'attends le tien, mais ça rentre en considération dans cette notion de balance énergétique. Il y a ce que l'on mange, il y a ce que l'on dépense physiquement, mais il y a ce que l'on dépense aussi psychologiquement. Parce qu'on Oui. donne aux autres avant de se donner à soi, parce qu'on pense à des choses, on rumine, etc., etc. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on essaye un maximum de libérer les jeunes femmes de toutes les pensées qu'elles peuvent avoir par rapport à leur corps, au poids, à l'alimentation, etc. Parce que c'est
ça pollue en fait aussi leur espace mental. C'est aussi simple que ça. Il y a une autre notion dont je trouve qui est peut-être pas assez connue à mon goût, c'est que on pense souvent à l'énergie qu'on ingère. Si on compte ses calories, par exemple, on va dire bon bah j'ai mangé autant de calories aujourd'hui et je vais en dépenser autant avec le sport. Ce qu'on oublie, c'est que notre métabolisme, même s'il était au repos complet, c'est-à-dire que toute la journée, vous étiez couché sur un canapé, à ne rien faire du tout, votre métabolisme, en fait, dépense pas mal d'énergie simplement pour faire fonctionner les poumons, faire battre le cœur, faire fonctionner le système digestif, renouveler les cellules. Et ça, enfin, moi, je vois beaucoup, beaucoup de jeunes femmes qui me disent, mais en fait, je mange que X calories, c'est pas tellement bas, mais elles oublient que quelque part, on estime que ce métabolisme de base, comme on l'appelle, donc vraiment le fonctionnement de base du corps, c'est-à-dire sans sortir travailler, sans faire d'efforts quels qu'ils soient, ce métabolisme de base, il brûle facilement 1000-1200 calories par jour. Donc quand on compte ses calories et qu'on se place par rapport à ça, on se rend compte, bah oui, c'est assez simple de tomber dans un déficit si on suit les régimes actuels où on est facilement, parfois on nous vend des régimes à 1400 calories par jour. Ben, pour peu que vous fassiez un peu de sport en plus, c'est bon, vous êtes dans un déficit déjà. Et encore 1400, tu gentil, hein. Parfois, c'est vraiment Oui, plus bas que ça peut ça. être bien pire. Donc, il faut faire super, super gaffe à ça parce que je trouve qu'on n'en parle jamais de ce métabolisme de base. Et ben là, pour le coup, en cas d'aménorrhée hypothalamique fonctionnelle, ça a un grand rôle à jouer en fait, de rassurer notre corps avec suffisamment d'énergie qui arrive. Et donc, ça veut dire aussi ne pas en dépenser autant qu'on en dépensait avant. Donc, c'est pour ça qu'on réduit Mmh. l'intensité du sport aussi, pour pouvoir en fait relancer ce travail entre le cerveau et les ovaires, et où le cerveau se sent rassuré. Ok, il y a de la nourriture qui arrive régulièrement, c'est varié, c'est riche. Ok, bah là, on a assez de calories, en fait, pour permettre une grossesse. Hein. C'est aussi simple que ça. Simplement, c'est le corps qui s'arrête en disant, il n'y a pas assez de calories disponibles pour maintenir une grossesse, donc on arrête. Il faut revenir effectivement au fonctionnement très primaire du corps humain et du système Mhm. reproductif qui est de se reproduire, et non pas de je veux ou non tomber enceinte. C'est l'être humain, c'est, tu es fertile, tu te reproduis, tu n'es pas fertile, tu te reproduis pas. Donc si jamais nous sommes fertiles, le risque c'est de se reproduire et donc effectivement le cerveau s'il considère que le corps n'est pas apte à accueillir un autre être humain ou voire même plusieurs, eh bien, son seul moyen de contraception naturelle, c'est l'infertilité. Voilà. Exactement. Que Donc, l'on veuille ou quelque non tomber part, enceinte. voilà, tout à fait. Et quelque part, c'est pour ça que, perso, je suis plus en faveur de vraiment essayer tous les moyens naturels pour retrouver un cycle avant de concevoir un enfant, plutôt que d'aller vers une PMA, en fait. Parce Mmh. que littéralement, on force un corps qui n'a pas assez d'énergie à passer par la case grossesse. Et ça peut être vraiment, vraiment dévastateur si on ne fait pas ce travail aussi d'acceptation du corps, hein, mais simplement d'avoir un corps qui est prêt à accueillir une grossesse. Dévastateur pour son corps, dévastateur et des risques aussi pour le futur enfant, le futur bébé. Faut savoir qu'en PMA, on est quand même en train d'ingérer, plusieurs hormones à répétition, ce qui n'est pas non plus, négligeable. Donc ça, faut le garder en tête et essayer de mettre un maximum de chances de son côté pour, aussi pour maximiser une éventuelle future PMA si nécessaire. Parce que des femmes Oui, ça qui aussi. font, 8 tentatives de FIV, et qui ne fonctionnent pas, ben, c'est 8 tentatives qu'elles ont, elles, dû subir en tant que femmes, l'organisme, Mhm. et qui n'ont pas forcément réussi, bah, parce que, bah, le corps, le cerveau, il est pas bête. Absolument. Après, j'accompagne aussi des jeunes femmes qui sont en PMA et qui veulent quand même mettre en place la méthode All-in.
Mais dans ces cas-là, en général, c'est parce que, il y a un impératif de temps. C'est-à-dire Mmh. qu'elles arrivent à un âge où, elles ont plus, des mois, devant elles, des années pour, remettre tout en marche. Et on voit qu'en effet, si on entame une PMA en s'alimentant mieux et en appliquant la méthode All-in, on a de meilleurs résultats en PMA aussi. Mmh. Donc ça, c'est important de le mentionner aussi, ouais. Merci Florence. Est-ce que avant de passer aux petites questions rituelles, du podcast, tu souhaites rajouter quelque chose que tu n'as pas eu le moyen de partager aujourd'hui sur la méthode All-in ou sur autre chose? Mais je pense que, ce que j'aimerais dire, c'est vraiment, que c'est très important d'abord d'avoir un diagnostic clair et que les personnes qui ont perdu leur cycle aujourd'hui, mais qui ne sont pas sûres de leur diagnostic ou elles ont la sensation, souvent on a cette sensation quand on n'est pas bien diagnostiqué, on se dit: «Il y a quand même quelque chose qui cloche, il y a quand même quelque chose qui tient pas la route». C'est de se faire confiance et moi j'organise en fait des consultations de 30 minutes, que je mets à prix réduit en fait par rapport au coaching, que je fournis d'habitude, qui permettent de faire le point sur, OK, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on est vraiment dans une erreur de diagnostic? Comment est-ce qu'on pourrait s'assurer de ce qui nous arrive? Et je pense que ça, c'est quelque chose que j'aimerais mentionner parce que, outre, le soutien qu'on peut, obtenir, quand on est dans cette situation, la première étape, c'est vraiment d'être sûr qu'on a une aménorrhée hypothalamique ou hypophysaire. Et donc, si jamais il y a des jeunes femmes qui t'écoutent, et qui sont pas trop sûres d'où est-ce qu'elles se trouvent, qu'elles n'hésitent pas à prendre contact avec moi et que je serais ravie de les accompagner pour essayer de mieux comprendre ce qui leur arrive et si vraiment la méthode All-in peut, leur apporter un bénéfice. Je mettrai tous les liens en description de l'épisode pour que l'on puisse te contacter. Merci. J'ai également vu, sur ton site Beyond the Image que tu avais toute une page avec tes ressources de compte Instagram, de livres et tout ça. J'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant, génial de ta part. Donc, je vous mettrai le lien, direct de cette page si vous souhaitez des ressources justement, parce que c'est souvent une question que je pose à la fin du podcast, les ressources vidéo, livres, podcasts et cetera, et j'ai vu que tu avais déjà fait tout le Merci. travail. À moins que tu veuilles en rajouter un ou peut-être en mentionner un particulier. Si tu en as un qui Je t'arrive je en pense que tête. la je pense que la plupart, je les mets sur mon site. Je suis d'ailleurs en train d'updater mon site, donc là, c'est le bon moment, probablement parce que j'y touche pas parfois pendant longtemps et puis pour finir, je reviens. Hem, je dirais que n'ayez pas peur du nom du site. Le nom du site est en anglais, mais il est bilingue. Donc il y a vraiment, il y a une petite case à cocher FR qui vous mène vers, tout un tas de blog posts, tout un tas de ressources en français. J'ai pas comme ça de compte, qui me vient en tête, mais ils sont tous en effet sur le site. Donc je suis ravie de savoir que ça t'a plu. Moi, ça Mm. m'avait beaucoup aidée, et je reste convaincue que pas mal de mon travail, c'est en fait simplement faire connaître d'autres outils, d'autres personnes, à mes aux jeunes femmes que j'accompagne. Donc c'est important pour moi de partager aussi les autres personnes qui font un travail formidable. Je pense qu'en général, c'est important de se former aussi à l'antigrossophobie, en fait. Parce que la base de tout, en fait, l'inquiétude qu'on a par rapport au poids, c'est la grossophobie qui est assez culturelle chez nous, en France, en Belgique. Donc, je dirais, allez voir les comptes anti-grossophobie. Celui qui me vient à l'idée là maintenant, c'est Corps Cool, avec un S au bout, qui est un super compte et où on voit des corps différents. On parle de problématiques de grossophobie. Et pour moi, c'était une des valeurs que je voulais utiliser et je voulais plus non plus continuer à faire régime parce que je me considérais pas comme grossophobe et je voulais pas entrer dans cette discrimination des personnes sur base de leur poids. Donc ça avait été une grosse motivation pour moi. Ça peut peut-être être une motivation pour d'autres si elles ne souhaitent pas d'enfants, par exemple, ou qu'elles se disent bon, à quoi ça sert d'avoir un cycle. Outre les raisons de santé, je pense qu'il y avait pour moi, il y avait une question de valeur. La grossophobie s'alignait pas avec mes valeurs que je veux antidiscriminatoires. Mm. De toute façon, il y a plein de spectres possibles
pour avancer, et des leviers de motivation qui nous sont tous individuels. Donc, il n'y a pas de meilleure manière d'entrer dans un mouvement ou dans cette volonté de retrouver son cycle ou sa pleine santé ou d'améliorer son image corporelle. Mais effectivement, il y en a des multiples, et la grossophobie, ou en tout cas les valeurs partagées avec certains groupes, disons, peut aider aussi, effectivement, à travailler sur ça. Donc, merci. En tout cas, c'était vraiment une très chouette page, donc je la mettrai en description de l'épisode. Merci beaucoup. Et pour terminer, est-ce que tu aurais, toi, une question à poser à nos auditrices qui nous ont écoutées pendant toute cette heure ensemble? La question, alors ça peut être une question qu'elle devrait se poser à elle-même. Par exemple. Une question que j'adore utiliser dans mon travail, c'est de me dire qu'est-ce que je pourrais faire dans ce monde avec tout le temps et tout l'espace que j'aurais libéré si je ne passais pas mon temps à réfléchir à mon poids, à ma taille, à mon apparence. Et au menu de ce soir. Exact. Super, eh bien merci beaucoup Florence pour cet échange, et je vous invite à réfléchir à cette question, et si vous le souhaitez, à nous partager vos réponses sur nos comptes Instagram respectifs en nous taguant. Comme ça, on aura accès aussi aux réponses. Vous n'êtes pas obligé, si c'est trop intime, il n'y a pas de souci. Mais si vous désirez partager un peu vos ressentis et vos réponses, eh bien n'hésitez pas. Merci Alexandra de ton invitation. C'était un plaisir de faire ta rencontre et de pouvoir parler un peu plus en détail, effectivement, de cette méthode qui fait de plus en plus parler d'elle. Puis comme toutes les choses qui sont de plus en plus connues, il y a aussi moult façons d'interpréter les choses, et puis on entend des fois un peu de tout et de rien. Donc comme ça, c'est clair dans les esprits. Après, à chacun de faire ce qu'il souhaite avec ces informations. À très vite, Florence. Merci Alexandra, à bientôt. Au revoir. Et voilà, notre échange avec Florence se termine. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura peut-être permis d'avoir certaines réflexions sur vous, sur votre image, peut-être aussi avec des personnes que vous côtoyez. N'hésitez pas à partager cet échange au plus grand nombre. Aussi, si tu souhaites et si tu recherches du soutien, des témoignages, eh bien n'hésite pas à venir écouter les épisodes de la série Nos cycles, dédiés à des femmes qui souffrent ou qui ont souffert d'aménorrhée et qui partagent avec authenticité leur histoire avant, pendant et après leur aménorrhée. Enfin, si tu es professionnel de la santé, que ce soit naturopathe, nutritionniste, sophrologue, professeur de yoga, coach sportive, en lien avec des femmes que tu accompagnes et que tu souhaites en savoir plus sur l'aménorrhée et les différents types d'aménorrhée, ce qu'il est conseillé de faire ou de ne pas faire pour bien accompagner tes clientes, eh bien c'est tout l'enjeu de la formation Naturocycle spécialisation en aménorrhée que je suis en train de concevoir grâce à mes bêta-testeuses qui m'aident à valider le contenu et la forme de cette formation qui devrait être disponible à l'automne 2022. Si tu es intéressé, n'hésite pas à t'inscrire sur la liste d'attente pour avoir et pour être notifié de sa sortie prochaine, pour avoir un maximum d'informations et prendre ta décision en toute sérénité. Si tu entends ces quelques mots, c'est que tu es resté jusqu'au bout de cet épisode. Et pour ça, je t'en remercie. Retrouve tous les éléments mentionnés dans son article disponible sur mon site internet hygiènedevie.fr avec le chiffre 2 dans la section blog et podcast. Sache que tu peux aussi me retrouver lors d'accompagnements individuels naturaux pour travailler en profondeur sur ton hygiène de vie, mais aussi sur ta santé féminine, cycle naturel, arrêt de la contraception, volonté de grossesse ou encore troubles du cycle. Un programme 100% audio à suivre en toute autonomie est aussi disponible pour t'aider à arrêter la pilule contraceptive en toute sérénité et ainsi t'aider à te réconcilier à ton cycle naturel.
Enfin, je t'ai concocté une belle petite boutique naturo hygiène de vie avec des e-books et mini-guides, un livre papier auto-édité Plus jamais malade ou encore une carte cadeau pour offrir un peu plus de santé au naturel à l'un de tes proches. Tous les liens sont en description de cet épisode. Et pour terminer, n'oublie pas de partager cet épisode le plus largement possible et à me laisser ton commentaire et une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Si tu ne le peux pas, envoie-moi juste un petit mail qui me fera chaud au cœur. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao!